Bonjour Henri. Je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui dans ce podcast qui va parler d'organisation personnelle et de productivité personnelle. Donc, je suis encore plus heureux que toi et moi, on se connaît depuis longtemps. Nous avons fait nos études ensemble à Grenoble et je sais que tu es un Tout expert à du fait. sujet et il n'y avait pas meilleure personne que toi pour parler de ce sujet. Et donc, je vais te dire déjà merci donc d'avoir accepté de partager tes connaissances avec les auditeurs de Tikouk. Et je vais te demander de te présenter, si tu veux bien, qui est Henri Missola. Donc, merci Stella pour cette invitation. Je suis vraiment heureux de pouvoir passer sur ton podcast. Donc, je suis Henri Missola. D'un point de vue personnel, je suis marié et j'ai deux enfants. Et d'un point de vue pro, je me présente comme un slasher. C'est-à-dire que je fais plusieurs choses différentes qui ne sont pas forcément reliées les unes aux autres. Mais je trouve autant de plaisir à faire ces différentes choses. Donc, je suis salarié au sein d'une ONG où je je suis focalisé en fait sur les activités autour du change management, mais je suis en fait intégré à une équipe qui gère la transformation au sein donc de cette ONG et je m'occupe en particulier du change management. D'accord. En dehors de cette activité salariée, je fais donc également une activité autour du coaching en productivité, ce pourquoi nous sommes réunis cet après-midi. Et à côté de ça également, j'accompagne les auteurs débutants et expérimentés à publier leurs ouvrages en auto-édition. Donc ça, c'est on va dire les trois activités officielles que je fais, mais après, je m'intéresse à plein d'autres choses à côté. Donc, un vrai slasher, et je dirais que potentiellement un vrai multipotentiel, même si tu disais tout à l'heure que c'est pas forcément le terme que tu préfères, le fait d'allier ces trois activités-là, en plus de ton activité principale qui est quand même salarié. Donc, félicitations pour ça. Et j'aimerais en Merci. savoir un peu plus sur toi. Et est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours scolaire jusqu'à ton parcours professionnel? Et ensuite, on parlera de comment tu as fait pour arriver en fait sur cette multicasquette actuelle que tu as. D'accord. Alors, j'ai passé un bac scientifique, un bac S, option physique-chimie. Et après ce bac-là, j'ai fait une classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs. Mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. Je ne suis pas allé jusqu'au bout parce que quand je suis arrivé en prépa, je me suis rendu compte que ce parcours scientifique que j'ai fait, c'est le parcours en fait que mes parents, et mon père en particulier, voulaient que je fasse. Et une fois en prépa, je me suis rendu compte que j'étais en train de poursuivre le rêve de mon père et pas forcément ce que j'avais envie de faire. À la base, quand je regarde mon parcours collège et lycée, je n'étais pas forcément un scientifique. Mais à force de forger comme on dit, on devient forgeron. Donc, j'ai pu passer le bac S. Donc, je dirais que j'étais un scientifique plutôt passable. Donc, je pense que c'est mieux d'être un littéraire ou bien un économiste excellent que d'être un scientifique passable. Donc, une fois arrivé en prépa, je pense que non seulement je n'étais pas préparé psychologiquement, parce que la prépa, c'est quand même c'est un environnement particulier. Non seulement je n'étais pas préparé psychologiquement, mais je n'étais pas également Je me suis rendu compte, par exemple, la chimie, c'est ce que j'étais censé faire parce que pour te raconter un peu l'histoire, j'étais programmé pour devenir un ingénieur en chimie, option pétrochimie. Ah, Donc, très mes parents n'ont pas eu précise. la chance de faire de longues études. Mes parents n'ont pas eu la chance de faire de longues études. Mes parents, les deux n'ont même pas pu avoir le bac. Donc, je pense que de façon naturelle, nos parents aimeraient qu'on puisse accomplir ce qu'ils n'ont pas pu accomplir. Donc, Ouais. le rêve de mon père, c'était de devenir ingénieur en chimie et d'aller travailler dans la société des pétroles de mon pays d'origine, dans le Cameroun. Donc, une fois que j'arrive en prépa et qu'on commence vraiment à faire de la chimie, et en prépa, une grosse partie du programme, c'est la chimie organique. Et on ne peut pas ne pas aimer la chimie organique si on veut étudier la chimie. Et je me suis rendu compte que c'était compliqué. Donc, j'ai dû arrêter en première année de prépa et j'ai voulu donc faire une réorientation. C'était assez difficile parce que, bon, à force quand même d'avoir fait les matières scientifiques, à un moment, on finit quand même par aimer, même si on n'est pas très bon. Mhm. Et j'aimais bien la physique et j'avais bien aimé en fait tous les cours autour de l'optique. Et j'ai voulu m'orienter en me disant, bon, ok, si j'arrête, il faut quand même que je fasse un truc qui est toujours scientifique. Donc à ce moment-là, j'ai voulu faire des études d'optique pour devenir opticien. Donc j'avais trouvé une école et maintenant il fallait trouver une entreprise puisque c'était en alternance. Donc j'ai galéré pour trouver une entreprise, je n'ai pas pu trouver une entreprise.
Finalement, ça ne s'est pas fait. Et je suis donc reparti à la fac, plus précisément en IUT. Donc, je suis parti ensuite en IUT et donc j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Donc, après le DUT, normalement, ce sont des formations courtes qui préparent au travail. Mais après le DUT, je ne me sentais pas prêt à aller travailler. Et à cette époque-là, on était en 2000, on était en 2005-2006. On était en pleine réforme LMD. Donc, licence, master, doctorat, je me voyais mal aller travailler et je me suis dit, bon, si à la réforme, autant continuer. C'est comme ça que j'ai passé les concours, les concours pour aller en école de commerce et j'ai atterri à l'école de commerce de Grenoble. Donc, c'est là-bas qu'on s'est connus. Exactement. Donc, à Grenoble École de Management. Une fois à Grenoble École de Management, après le tronc commun, j'avais une idée assez claire de ce que je voulais faire. J'ai d'abord eu la phase de tâtonnement, tu sais, en école de commerce. À l'époque où on est arrivé, je pense qu'à ton époque, à toi, un an avant, tout le monde faisait plutôt marketing. Nous, quand on est arrivé, tout le monde faisait finance audit. C'est ça. Donc, je voulais faire audit. Et à un moment même, j'hésitais entre l'audit et la fusion-acquisition, parce qu'à un moment, tout le monde parlait de FUSAC. Ouais, c'est la Mais mode. faut savoir, ce qui m'a sauvé, entre guillemets, dans le cours de RH, on devait aller interviewer des gens dans certains domaines. Et j'avais Mhm. choisi la partie audit. Et j'avais interviewé un ancien de l'école qui était un ancien auditeur et qui était maintenant directeur financier dans une filiale d'Orange à Grenoble. Et j'avais parlé avec lui. Et quand j'ai fait l'interview avec lui, franchement, je n'étais pas séduit par le métier d'auditeur. Du coup, je me suis dit, non, je ne ferai pas de l'audit. Mhm. C'est comme ça que dans cette réflexion, j'ai voulu m'orienter dans... après mon année, j'ai fait une année à l'alternance. Après mon année à l'alternance chez Schneider Electric à Grenoble, j'ai découvert en fait des métiers du conseil. Et j'ai Mhm. découvert en fait tout ce qui est système d'information parce que dans le cadre de l'alternance, on travaillait sur un projet dans lequel il y avait un cabinet de conseil. C'est comme ça que j'ai découvert ce métier. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire ça. Donc j'ai fait mon stage de fin d'études dans le domaine et ça m'a conforté qu'il fallait que je reste dans ce domaine-là. Donc c'est comme ça que après les études, j'ai commencé à travailler dans chaque Accenture comme consultant donc en système d'information. Après, j'ai été en interne, donc je suis resté chez Accenture pendant 3 ans. Après, j'ai été en interne chez une boîte industrielle qui fabrique des portes automatiques. Je suis resté là-bas environ 2 ans. Après, je suis reparti en conseil. Mais en vrai, je ne voulais pas repartir en conseil, je voulais être en interne. Parce que je trouve que quand on travaille en interne, on voit mieux le résultat de ce qu'on est en train de faire. Quand on est consultant, on fait un travail, après on n'est plus là. On ne sait pas ce qui se passe. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver un poste qui correspondait vraiment à ce que je voulais après l'expérience en interne. Donc, je suis reparti en conseil, mais je ne voulais pas être dans un gros cabinet. Je suis allé dans un petit cabinet, on était une centaine à peu près, et j'y suis resté environ 5 ans, jusqu'à ce qu'on arrive vers le Covid. Et on a dû faire une rupture à l'amiable après le Covid parce que c'était compliqué durant cette phase-là de placer des consultants, etc. Pour beaucoup de cabinets, Et hein, ça a été une période, ils ont réduit les effectifs parce qu'effectivement, il y avait moins de missions. tout à fait. Et du coup, bah, c'était plus facile de se séparer des profils seniors. Ils coûtent plus cher et de garder les juniors. Donc, c'est comme ça que j'ai fait la rupture à l'amiable. Et du coup, bon, j'étais déjà dans une réflexion depuis quelques années de rentrer en Afrique. Donc, il y a eu cette phase-là. Après, bon, il y a eu une opportunité pour arriver en Afrique. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 2022. Donc, je suis installé. J'ai d'abord travaillé en service public pendant 18 mois avant d'atterrir dans le secteur du développement et de l'humanitaire, où je suis depuis un an. Donc, euh, donc voilà un peu pour brosser mon parcours professionnel. Donc voilà dans la partie salarié, en plus dans les activités dont j'ai parlé tout à l'heure, que je continue donc à mener de front. Un parcours qui est très intéressant et très varié. Et Merci. pour bien te connaître, tu es quelqu'un de très professionnel, qui a beaucoup d'éthique. Donc, ça va continuer à se développer, continuer à se varier. On ne te souhaite que ça. Mais du coup, avec tout Merci ce que beaucoup. tu viens de me dire, bah, qu'est-ce qui a déclenché en fait euh, ta passion pour l'organisation personnelle, pour la productivité, et à quel moment de ton parcours c'est apparu aussi en fait? Hmm. Alors, j'aurais bien voulu te raconter une histoire en te disant, avant, j'étais hyper désordonné et quand j'ai commencé à travailler, j'ai découvert le monde du travail, il fallait que je puisse m'organiser. J'ai commencé à lire des livres et je suis devenu productif. Mais mon histoire est très différente de ça.
Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été une personne organisée en fait. Et j'ai quelques souvenirs, j'ai un souvenir même bien précis. Quand j'étais au collège, en général quand j'étais à l'école, mes cahiers étaient vraiment très bien entretenus. Je me souviens que j'utilisais plusieurs couleurs différentes. Le titre de la leçon dans une couleur, le grand un, le grand 2, le petit un, etc. C'était vraiment très bien fait. Et on me disait également que j'écrivais, que mon écriture était belle. Donc, en général, quand des copains étaient absents, c'est mes cahiers qui demandaient en général. Ah, les cahiers, il faut Euh, aller photocopier et rattraper les cours. Tout à fait. Donc, je pense que l'organisation a commencé par là. Quand j'avais, par exemple, des exposés à faire, en fait, je faisais de la planification sans me rendre forcément compte que j'étais en train de pratiquer des principes de productivité. Par exemple, j'avais un exposé à faire, je vais prendre le temps, je vais par exemple dire, je me donne 2 jours pour faire la recherche documentaire, je me donne 3 jours pour rédiger, je me donne tel nombre de jours pour faire la présentation. En fait, je le faisais de manière naturelle. Je le faisais de manière naturelle. Je n'ai jamais rendu un devoir en retard. Je n'ai jamais rendu un devoir en retard jusqu'à ce que j'arrive en école de commerce et que je me mette en colocation et que j'ai un groupe de travail. Et mon groupe de travail, c'était ma colocation. Et on avait un fonctionnement différent. Je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à rendre des trucs en retard ou bien à la dernière minute. Donc, euh, donc mon histoire avec la productivité date vraiment de l'enfance. Je faisais vraiment les choses de manière organisée. J'en prends conscience, je pense, à partir de l'IUT, à partir des études supérieures, où j'ai des copains en fait qui me posent des questions sur l'organisation. Comment est-ce que tu fais pour rendre tes trucs à l'heure? Pourquoi nous on est souvent en retard? Donc, et c'est là que je commence en fait à donner des conseils à certains copains qui, pour certains, travaillent peut-être à côté en dehors des cours. Donc, je commence en fait à coacher des gens sans forcément utiliser le thème coaching. Donc, je commence à le faire. Et plus tard, quand on commence à travailler également, je me rends également compte que je donne des conseils aux gens qui sont dans le domaine professionnel, entre leur organisation, entre leur travail, leur vie familiale, etc., quoi, leur vie de jeune cadre dynamique. Et on va dire que je commence à vraiment professionnaliser la chose, entre guillemets, à partir de 2015. D'accord. En 2015, en fait, c'est en 2015 que j'ai créé officiellement ma page Facebook Pro, où je décide en fait de proposer mes services. Et même quand je commence à le faire, c'est pas vraiment sur la productivité uniquement parce que, comme je t'ai raconté mon parcours tout à l'heure, j'ai pas forcément fait les études que j'aurais aimé faire. C'est-à-dire que j'ai pas forcément choisi mes études. Donc, quand j'ouvre en fait la page, mon battement de cœur à la base, c'était d'aider les gens à découvrir leur talent et à s'orienter dans la vie en fonction de ce qu'ils aiment faire, pas en D'accord. fonction des études, en fait, tu vois. Mhm, Donc, mhm, quand j'ai ouvert ma page en 2015, je parlais un peu, au début, en fait, je parlais beaucoup de potentiel. Je parlais de potentiel, aider les gens à découvrir leur talent, aider les gens donc je faisais le potentiel, je faisais l'organisation, c'était un peu mélangé. mhm. C'était un peu mélangé. Je pense que j'ai décidé de me focaliser sur la productivité il y a juste quelques années, je ne sais plus, il y a peut-être 5 ans par là, où j'ai vraiment décidé de me focaliser uniquement sur la productivité. Je parle des autres sujets. Quand j'accompagne les gens en coaching, il arrive qu'on touche d'autres sujets en fait. Mhm. Il arrive en fait qu'on touche d'autres sujets. Je ne parle pas que de la productivité. Donc, il y a ça que je peux être amené à faire. Donc, D'accord. en 2015, donc, je lance la page, mais je décide également d'aller me former. Donc, j'ai fait une formation avec le coach. Martin Latulippe, qui est un coach canadien, pas sur la productivité, mais vraiment sur l'activité de coach. Parce que Mhm. il y a beaucoup d'écoles de coaching. Donc, pour avoir fait une école de commerce, comme toi-même tu sais, ce sont des écoles qui sont privées. Donc, pour avoir payé des milliers d'euros, je me voyais mal partir dans une école de coaching et payer encore des milliers d'euros. Donc, Mhm. j'ai préféré aller me former auprès d'un coach qui a une expérience éprouvée. Donc, D'accord. je me suis formé auprès de lui. Et au-delà du métier de coaching, donc c'était une formation en fait pour les auteurs, pour les consultants, pour les coachs. Donc, il nous parle en fait bah, comment tu vends tes prestations. Mais au-delà de ça, également, on a également appris tout ce qui est marketing digital parce que c'est bien d'avoir une expertise, mais après, il faut la vendre en fait. Et ça, Mhm. bon, je n'ai rien contre les écoles de coaching, hein, mais ce n'est pas des choses qu'on apprend en école de coaching. En école de coaching, en Mhm. fait, on apprend à coacher. Et donc, j'ai fait cette formation pendant, je pense elle était étalée sur à peu près un an. Donc, j'ai fait cela. Et après, je me suis lancé. Hein. Et après, je me D'accord. suis lancé. Et, m'étant lancé, après, j'ai appris tellement de choses. Parce qu'après, on se débrouille un peu sur Internet. J'ai appris à faire mon site Internet. J'ai appris à animer, à faire des visuels sur Canva. J'ai appris à animer ma page Facebook tout seul, etc. Donc, c'est comme ça, on va dire, en 2015 que je lance les choses officiellement. D'accord. Ticook aussi m'a permis d'apprendre tous ces éléments que je ne connaissais pas du tout avant.
Mais alors, pas Tout du à fait. tout. Donc, justement, sur cette activité que tu as, est-ce que tu peux nous aider à définir ce qu'on appelle organisation personnelle, productivité Mhm. personnelle? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est en lien? Voilà, c'est comment tu l'entends? Et d'autres définitions que tu jugerais pertinent, de partager pour qu'on comprenne de quoi on parle. D'accord. Ok, alors moi je vais donner la définition en fait, je vais donner une définition de la productivité, après je vais donner d'autres composantes. D'accord. Pour moi en fait, la productivité, ça c'est ma définition en moi. Pour moi, la productivité, je pourrais la mettre en fait en une petite équation. Je dirais en fait que productivité égale à efficacité plus efficience. C'est ce que j'aurais tendance à dire. Donc ça, c'est une première équation que je pourrais donner. Après, je vais donner d'autres éléments après. Alors, qu'est-ce que j'entends lorsque je dis efficacité plus efficience? Pour être productif, en fait, il faut que je puisse faire les bonnes choses. C'est ça que je mets dans l'efficacité. C'est-à-dire que avoir cette capacité-là dans mon travail, bien dans ce que j'ai à faire, à identifier quelles sont les choses que je dois faire. Quelles sont les choses, en fait, importantes à faire, les bonnes choses à faire. Ça, c'est Mhm. l'efficacité. Identifier ce que j'ai à faire, qui est clé par rapport au travail que je dois faire. Et l'efficience, maintenant, c'est ma capacité à faire ces bonnes choses-là de la manière la plus intelligente possible, en utilisant les bonnes ressources et en utilisant, je dirais même, le plus petit nombre de ressources possible, en fait. C'est-à-dire que on va peut-être mettre ici la dimension optimisation. Je fais les bonnes choses avec les bonnes ressources et j'essaie d'optimiser les ressources. Voilà comment je définis la productivité de manière terre à terre. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu as parlé d'organisation et de productivité. La productivité, c'est une discipline simple de prime abord, mais qui est complexe parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. L'organisation, pour moi, est une partie de la productivité. Dans la productivité, on va mettre l'organisation, on va mettre la gestion du temps, on va mettre la gestion de la tension, on va mettre la gestion de l'énergie. Je mets ces quatre éléments. Donc, organisation, gestion du temps, gestion de la tension et gestion De de l'énergie. l'énergie. Oui. Alors, on va prendre chacun des éléments. Je vais expliquer brièvement. Après, si tu as besoin si tu veux que je développe, tu me diras. D'accord. L'organisation, en fait, on peut être une personne qui est organisée, mais qui ne gère pas bien son temps. L'organisation, en fait, je vais créer un cadre propice pour que je puisse bien travailler. C'est-à-dire, par exemple, je vais avoir un bureau qui est bien rangé. Je vais avoir, en fait, un environnement qui me stimule pour que je puisse travailler. Ça, c'est l'organisation. Je vais, par exemple, on peut avoir une organisation digitale ou une organisation physique. Donc, j'ai un bureau qui est bien rangé. J'ai mon bureau d'ordinateur, mes dossiers qui sont bien classés et tout dans des classeurs que j'ai bien créés. Donc, ça, c'est la partie organisation. Mais la partie gestion du temps maintenant, c'est ma capacité à planifier ce que j'ai à faire. C'est ma capacité à gérer mes priorités. Tu vois. Donc ça, on va mettre ça dans la partie gestion du temps. La partie gestion de l'attention, je peux être bien organisé, je peux planifier ce que j'ai à faire, je peux bien gérer mes priorités, mais avoir un problème d'attention. Le problème de l'attention, aujourd'hui, pour bien le comprendre, on vit dans une ère qu'on appelle l'ère digitale. On a tellement de sollicitations. Il y en a beaucoup de sollicitations digitales. Donc, être capable en fait de bien gérer l'attention, c'est bien le téléphone, de pouvoir aller sur son ordinateur et faire ce qu'on a à faire sans aller, je ne dis pas de pas aller sur les réseaux sociaux, mais sans aller sur les réseaux sociaux et y rester 10 ans, Mhm. tu vois. Donc, ça, c'est ce que je mets autour de la partie gestion du temps. Pardon, autour de la partie gestion de l'attention. Ensuite, maintenant, on a la gestion de l'énergie. Je pense que c'est la partie, en fait, la plus négligée. Je pense que c'est la partie, en fait, la plus négligée lorsque nous travaillons, en fait. Je pense que c'est vraiment la partie la plus négligée lorsqu'on on est sur tout ce qui est gestion du temps, tout ce qui est productivité. Je pense que c'est vraiment la gestion de l'attention que nous négligeons pardon, la gestion de l'énergie. Et la gestion de l'énergie, en fait, on peut la subdiviser en trois dimensions. La première dimension, en fait, c'est ce qu'on appelle en fait la dimension physique. On va dire l'exercice physique. C'est-à-dire que j'ai besoin, pour avoir une bonne énergie, j'ai besoin de faire de l'exercice physique. Donc, ça peut être de la marche, ça peut être du sport. En tout cas, chacun se connaît en fonction de notre métabolisme, en fonction de notre corps. On sait que j'ai besoin de faire en fait du sport. Donc, on va dire, alors quand je dis sport, ça peut pas, c'est pas forcément aller à la salle de sport. Ça peut être de la marche, simplement. Mhm. Ça peut être de la marche. Donc, on a la partie physique premièrement. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle, c'est la partie, le sommeil en fait, c'est le sommeil.
Donc, j'ai besoin d'avoir de bonnes nuits pour Mhm. pouvoir être productif le matin. Tu vas voir parfois, quand on dort mal, bah, on a un certain nombre de choses qui font qu'on ne peut pas travailler de la bonne façon. Alors, on va parler dans le débat de dormir 8 heures, 9 heures, 10 heures, etc. Je pense que c'est un faux débat parce qu'on a des organismes différents. Moi, de manière générale, en fait, je dors entre 5 et 6 heures. De Mhm. manière générale, c'est suffisant pour moi, de manière générale. Après, maintenant, ça dépend comment ma semaine s'est passée. Il y a des personnes qui ont besoin de dormir 7 8 heures pour avoir un sommeil, pour pouvoir être en forme. Donc, à Moi, chacun de trouver. en général, je suis à 7 heures, par exemple. Tu vois. Donc, par exemple, il y a des personnes qui ont besoin vraiment de 8 9 heures. Donc, c'est important de savoir où est-ce que je me situe. Donc, Mhm. si tu as 7 heures, il faut que tu t'arranges pour pouvoir dormir, en fait, à 7 heures. Après, au-delà, en fait, de 7 heures également, j'avais lu une étude il y a quelques années en arrière, je ne sais pas si je peux la retrouver, où ils expliquaient que au-delà même du nombre d'heures, en fait, il est important de dormir au plus tard à une certaine heure. Ils Mhm. expliquaient par exemple que dans cette étude-là, ils disaient il faut s'assurer en fait que ces 7 heures ou ces 6 heures qu'on essaie de faire là, dans la mesure du possible, en fait, si on peut aller se coucher si on peut faire ces heures-là dans la plage, en tout cas s'arranger entre 22 heures et 2 heures de pouvoir dormir, peu importe Mhm. notre rythme, entre 22 heures et 2 heures, si on peut dormir dans dans cet intervalle-là, c'est mieux en fait pour Mhm. l'organisme. Je ne sais pas si je retrouve l'étude, si je la retrouve, je vais la partager avec toi. Oui, parler de ça. J'ai déjà Donc, lu des choses sur le sujet, justement, sur le sommeil, d'accord. effectivement, et du coup, moi-même, ça fait que j'essaie de dormir moins tard qu'avant parce qu'il y a un créneau Mhm. où le cerveau doit être reposé, où ton Parfait. cycle, je sais pas, dans le corps, Gardien. ou, voilà, circadien, quelque chose comme ça, voilà, se renouvelle plus facilement, voilà, voilà. Donc, effectivement, j'ai déjà lu pas mal de choses comme ça. Mm. Tout à fait. Donc, le deuxième point, c'est la gestion, donc c'est le sommeil. Et le troisième point, c'est l'alimentation. Et Mhm. comme je te disais, beaucoup de personnes en fait négligent la gestion de l'énergie, mais elle est très importante. Et je rajouterai un quatrième élément, mais bon, il va dans le sommeil, mais ce quatrième élément, en fait, c'est le repos. Moi, je différencie en fait le repos du sommeil. C'est pas la même chose, en fait. Donc, Mhm. Mhm. mais D'accord. bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, voilà un peu ces éléments-là. Donc, la gestion de l'énergie, pour moi, c'est hyper important. En gestion de l'énergie également, ça veut dire quoi? Chacun d'entre nous doit connaître comment dire ça? À quel moment est-ce que j'ai les niveaux d'énergie les plus hauts? Par exemple, les personnes qui sont du matin vont être plus productives le matin. Mhm. Mais une personne qui est pas le matin, ça ne sert à rien de faire les morning routines, de se lever à 5 heures, etc. Ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien. Chacun doit adapter son travail par rapport à son rythme. Tu Mhm. vois. Donc, gestion de l'énergie, c'est également ça, de pouvoir faire les activités à haut impact lorsqu'on a des niveaux d'énergie qui sont élevés. Parce que D'accord. là, je veux solliciter mes capacités cognitives et j'ai besoin qu'elles soient à leur pleine capacité pour pouvoir travailler. Donc, voilà un D'accord. peu ce que je peux te dire par rapport à la productivité. Donc, tu vois, c'est simple parce qu'on pense aux résultats, mais en même temps, c'est également compliqué parce que il y a plusieurs composantes qu'il faut prendre en compte. Tu vois. Donc, on pourrait encore dire d'autres éléments parce que la productivité peut être également, on pourrait également parler des outils. La productivité d'une personne peut également dépendre des moyens mis à sa disposition pour travailler. En Tu vois, mais bon, ça, c'est un élément annexe, mais qui peut également compter, qui peut avoir un impact sur le travail. tout cas, c'est une définition très détaillée et qui, même moi, il y a des pans que j'avais pas forcément inclus dans la définition de productivité qui, quand je t'écoute, fait complètement sens, en fait. Hmm. J- J'aimerais savoir, à ton avis, qu'est-ce qui fait que une personne peut être désorganisée, pas suffisamment productive, voire procrastiner? Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs, je dirais, naturels, des facteurs euh, comportementaux et des facteurs, on va dire, environnementaux. Alors, je vais prendre le premier facteur, à savoir dans les facteurs, on va dire, naturels ou encore biologiques. Il y a des personnes qui ont des prédispositions naturelles à être organisées. Elles ne font pas d'efforts en particulier, elles sont naturellement organisées. Donc, il y a des personnes qui sont comme ça. Et il y a des personnes également qui ont une propension en fait, à ne pas être organisées. Alors, il y a des études dessus, mais je ne sais pas si elles sont suffisamment complètes pour dire que c'est génétique. Mhm. C'est-à-dire que certaines personnes, en fait, en fonction de la composition de leur cerveau,
Donc, il y a une partie du cerveau en fait qu'on appelle si je ne me trompe pas, je pense que c'est le cortex préfrontal. C'est cette zone en fait du cerveau qui va gérer tout ce qui est planification, tout ce qui est prise de décision, etc. Et des études montrent que les personnes qui ont cette zone-là moins développée ont tendance à être désorganisées. D'accord. Alors, sans généraliser, en fait, par exemple, les personnes qui souffrent du syndrome le TDAH, les Mhm. personnes qui ont c'est quoi, c'est l'hyperactivité. Hyperactivité, des fois, il y en a qui ont des traits autistiques aussi, qui sont liés, etc. Mhm. Personnes en général, leur cortex préfrontal, j'espère que je ne me trompe pas le terme, en tout cas sur cette partie du cerveau, cette partie en fait est moins développée. Donc, du coup, elles ont du mal à pouvoir utiliser ces capacités-là pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir se concentrer, pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc, on peut avoir ça. Ça, c'est le premier élément concernant les éléments naturels. Toujours dans les éléments naturels ou bien biologiques, il y a la personnalité, en fait, et le tempérament. On a, selon notre tempérament ou encore notre personnalité, on va avoir, on va avoir des prédispositions à être naturellement organisé ou désorganisé. Je te prends en fait, il y a plusieurs modèles de personnalité. Il y a par exemple le Big Five, le MBTI, le profil DISC, etc. Il y en a plusieurs. Je vais prendre le profil DISC qui est peut-être le plus connu, que les gens connaissent en général. Donc, Bon, je connais plus le là, MBTI pour le coup. bon, Vas-y. les gens de plus en plus de MBTI, bon, je ne vais pas aller dans les débats sur LinkedIn. La dernière fois, j'ai vu un post carrément qui critiquait le truc. Bon, ça reste des modèles en fait. Ça ne Oui, veut pas dire que tout est à 100%. bien On va sûr. prendre le disque. Le disque, en fait, c'est également les profils avec les couleurs. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des profils avec Oui, les couleurs. oui, oui. Donc, le disque, en fait, donc D, c'est comme donc D, c'est la dominance. I, c'est l'influence. Donc, D, c'est le rouge. I, l'influence, c'est le jaune. Le S, c'est la stabilité, c'est le vert. Et le C, je pense que c'est la conformité, c'est le bleu, tu vois. Les personnes rouges, en fait, ce sont les personnes qui sont des personnes fonceuses en général. Ce sont des personnes qui vont en général droit au but. Ce sont des personnes qui n'aiment pas être sur les détails. Elles ont un objectif, en fait, elles l'atteignent. C'est des personnes qui sont... on dit souvent qu'elles ont un tempérament de leader naturel. Ces personnes-là auront tendance à être productives par rapport à ce qu'elles ont à faire, tu vois. Mais comme elles sont tellement focalisées sur le but final, elles vont avoir tendance à ne pas faire attention aux détails. Donc, D'accord. elles peuvent être en fait désorganisées sur les éléments quotidiens, les petits trucs en fait, tu vois, parce qu'ils sont focalisés en fait, pour eux, pour parler un peu comme les financiers, ce qui les intéresse en fait, c'est la bottom line. Voilà quoi. Est-ce qu'on arrive en fait, at the end of the day, est-ce qu'on a le résultat en fait? Donc, ils s'en foutent un Mhm. peu des petits détails. Sauf que les petits détails également sont importants, tu vois. Mhm. Donc, ces personnes-là peuvent être productives, mais elles ont ce problème-là de ne pas pouvoir bien gérer les petits éléments. Donc, ça, c'est pour les gens D, donc les gens dominants. Donc, ça, c'est la couleur rouge. Pour les gens qui sont de couleur jaune dans les influences, ce sont des personnes très relationnelles. Donc, elles sont plus en fait dans la discussion et tout. Et c'est des personnes également, bon, je ne veux pas critiquer ici, mais c'est des personnes qui peuvent dire oui facilement. Est-ce que tu peux faire ça? Oui, non, ne t'inquiète pas, je Donc, vais c'est te des gérer ça, personnes qui etc. parlent beaucoup, mais qui font peu. C'est ça, en fait. Donc, du coup, elle va se retrouver à dire oui à plusieurs personnes et Mhm. ne pas pouvoir, en fait, délivrer derrière, tu vois. Donc, ce genre Mhm. de personnes, comme elles sont très relationnelles, elles ne vont pas souvent faire attention. Elles ont du mal, en fait, à planifier, elles ont du mal à prioriser, tu vois. Donc, Mhm. ce tempérament, de par sa nature, c'est une personne qui a des prédispositions à ne pas être organisée. Mhm. Bien évidemment, comme je suis en train de dire, c'est une analyse macro. Tous les personnes de type influent ne sont pas comme ça, tu Mhm. vois. Mhm. Ensuite, on va voir donc la personne. Donc là, on a fait le D et le I. On va avoir les S, donc les personnes qui sont stables. Donc, de par leur personnalité, elles aiment maîtriser l'environnement. Elles aiment prévoir ce qui se passe en fait. Donc, elles sont dans la prévision. Elles aiment quand les choses sont harmonieuses. Donc, une personne en fait de type S, elle a tendance en fait à être organisée. Tu D'accord. vois. Donc, ça, c'est les S, donc les stables, la stabilité. On termine donc avec les C, les personnes donc, qui sont dans la conformité. Donc, ça, c'est la couleur bleue. D'accord. C'est des personnes qui sont naturellement organisées. C'est-à-dire qu'elles, dans leur nature, elles sont organisées. Mais leur défaut, c'est qu'elles sont souvent perfectionnistes. Elles sont Ok. souvent perfectionnistes et elles peuvent être amenées en fait à procrastiner. Parce que dans le D'accord. Donc, elle organise, mais elle ne déploie pas ce qu'elle a organisé, en fait. elle organise, elle commence à faire ce qu'elle a à faire. D'accord. euh, mais comme ce n'est pas parfait,
Parce qu'à un moment, en fait, dans la procrastination, il y a un triptyque que j'aime bien commenter, en fait, c'est que j'appelle les 3 P de la procrastination, en fait. On va avoir, en fait, euh, le fait que je suis en train de chercher, en fait, la perfection, tu vois. OK. Comme je cherche, en fait, la perfection, à un moment, comme je ne l'atteins pas, donc ça, c'est le premier P, la perfection, à un moment, en fait, ça me paralyse. D'accord. J'essaie de faire des trucs, je trouve pas ça me paralyse. Et comme je suis paralysé, en fait, bah, je procrastine. Donc, elles peuvent rentrer en fait dans ce D'accord. OK. en fait. Donc, perfectionnisme, paralysie, procrastination. Donc, ça, c'est le défaut de la personne S. Elle fait bien les choses, mais elle veut absolument avoir un certain résultat, mais sauf que parfois, c'est compliqué. Donc, Mhm. si elle ne met pas dans son vin, bien que ce soit organisé, elle peut avoir du mal en fait à délivrer. Donc, ça, c'est l'élément qu'on peut dire. Donc, on était toujours dans le premier facteur, et les facteurs, on va dire, biologiques ou encore. Ouais. Le deuxième type de facteur, c'est les facteurs environnementaux, tu vois. Si je vis dans un environnement où les personnes sont désorganisées, de manière naturelle, en fait, je peux être contaminé, entre guillemets, par leur comportement, en fait. C'est-à-dire que les gens, bah, tu vis par exemple dans une famille où tout le monde a tendance à être en retard, bah, de manière naturelle, tu peux commencer, en fait, tu peux commencer à arriver en retard dans ce que tu fais. Si les gens sont désorganisés à un moment, bah, ça peut te désorganiser également. Donc ça, c'est le deuxième facteur environnemental. Et les troisièmes, en fait, c'est comportementaux. Les facteurs comportementaux, en fait, c'est par exemple des personnes qui ne sont pas disciplinées. Tu vois, une personne qui, en fait, qui Mhm. n'est pas disciplinée, elle a une propension, en fait, à être désorganisée parce qu'elle n'est pas disciplinée. Tu vois, il y a la discipline. Et le fait également de ne pas mettre en place des routines. C'est un comportement, c'est-à-dire que mettre en place des routines, c'est quelque chose que je décide de faire. Je mets en place des routines. Les études, en fait, démontrent que les personnes qui mettent en place des routines, j'ai pas le pourcentage en tête, ont un certain pourcentage à pouvoir passer à l'action plus rapidement qu'une personne en fait qui n'a pas de routine. Parce qu'une fois que tu as mis Routine. en place une routine, oui, et qu'elle a été développée, parce qu'une routine, à un moment, en fait, elle devient une habitude. Donc, à un moment, tu ne réfléchis plus, tu le fais de manière naturelle. Tu vois. C'est un peu ces 3 éléments ces 3 facteurs-là. Donc, on a dit les facteurs naturels ou encore biologiques, les facteurs environnementaux et les facteurs comportementaux. Ça va déterminer notre capacité à être organisé ou pas. Donc, c'est ce que je peux dire de manière globale par rapport à ça, en fait. Donc, mais, D'accord. même préciser en disant que l'organisation, c'est une compétence, en réalité. Donc, comme toutes les compétences, ça peut être acquis. C'est-à-dire qu'on peut acquérir, en fait, ces compétences-là. Donc, c'est pas parce que je suis naturellement désordonné ou bien désorganisé que je ne peux pas devenir organisé. Je peux devenir D'accord. organisé parce que, par exemple, on peut les mettre en place. On peut apprendre à être discipliné. C'est des choses un peu, en fait, qui peuvent se travailler. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour les explications. C'est vraiment détaillé, c'est assez précis. On voit que tu as vraiment étudié les différents types d'éléments qui peuvent faire en fait que bah, les personnes ne soient pas productives ou procrastinent. Et c'est très Mm. intéressant et j'ai découvert beaucoup de choses. J'avoue que je n'étais jamais allée moi-même aller dans ce niveau de détail dans la compréhension des personnes autour de moi. J'ai plus tendance à juste Mm. dire qu'elles sont flemmardes. Je fais le raccourci, donc je comprends qu'il y a des personnes, voilà. Et donc, comme tu l'as dit, on peut sortir en fait de ces travers-là et que ça se Tout à fait. travaille. Et j'aimerais Mm, mm, mm. savoir justement, bah, toi, comment tu accompagnes des personnes que tu coaches pour sortir de ces travers-là? Quelles sont les astuces que tu peux donner à des personnes pour être plus productives, mieux organisées, mieux gérer leur temps, mieux gérer leur énergie? Mm. En fait, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il faut vraiment faire des choses personnalisées. C'est vrai qu'on peut faire des formations en gestion du temps pour avoir des éléments, on va dire, globaux en termes Mhm. d'organisation, utiliser un agenda, une to-do list, etc. Mais ça fait des années que j'étudie le sujet et durant ces études-là, j'ai découvert quelque chose en fait qu'on appelle la psychologie de la gestion du temps. Et c'est un sujet que je trouve qu'on ne partage pas beaucoup. Et il y a beaucoup de personnes, ça sert à rien de leur donner en fait un agenda. Ça sert à rien de leur donner une to-do list. Il faut qu'ils comprennent en fait les mécanismes psychologiques qui, dans lesquels ils peuvent être bloqués et qui ont un impact sur la gestion de leur temps. Je vais en parler brièvement. Euh, dans la psychologie de la gestion du temps, il y a ce qu'on appelle en fait les 3 dimensions du temps. Donc, il y a les 3 dimensions du temps. Il y a également ce qu'on appelle en fait les types,
les types de temps. Euh, les trois dimensions en fait du temps, c'est plus sur ça que je vais me focaliser. Je vais parler des deux rapidement, après je vais me focaliser sur les dimensions du temps. Donc les dimensions du temps en fait, c'est le passé, le présent et le futur. Mhm. Et les trois types de temps, on a ce qu'on appelle en fait le temps Ion, donc c'est le temps cyclique. Ici, chez nous en Afrique, on a la saison des pluies, la saison sèche, ça, c'est le temps Ion. En Occident, on va avoir l'automne, l'hiver, etc. À une période donnée, ça revient. Ça, c'est le temps Ion. Ensuite, on a le temps Chronos, c'est le temps qui s'écoule, donc les minutes, le temps, les heures, etc. C'est le temps mesurable, on va dire. Et ensuite, on a le temps Kairos, donc, qui est le temps favorable? C'est c'est le temps, j'ai envie de dire, le temps T, c'est la saison favorable, en fait, où tout s'aligne pour te permettre, en fait, d'accomplir ce que tu dois accomplir. Mais Mhm. pour que ce temps Kairos-là, tu puisses en tirer profit, il faut que tu te prépares avant, en fait. Il D'accord. y a un coach qui disait, un coach de basket qui disait, quand l'opportunité arrive, il est trop tard pour se préparer. Donc, il faut se préparer avant pour que quand l'opportunité arrive, à ce moment-là, quand l'opportunité vient, tu es bon, quoi. Donc, ça, c'était les types de temps. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. Je voulais parler des dimensions du temps. Le temps, le passé, le présent et le futur. Quand je te parle en fait de la psychologie du temps, la manière dont on gère notre passé va avoir un impact sur la manière dont on gère notre temps en fait dans le présent. Donc, dans le passé, en fait, tu as ce qu'on appelle en fait le passé en fait, le passé en fait négatif et le passé positif. Une personne en fait qui est dans une approche de passé négatif aura du mal à bien gérer son temps. Le passé négatif, c'est quoi? C'est une personne qui est dans des regrets. J'aurais Mhm. dû faire ci, j'aurais dû faire ça, etc. C'est-à-dire qu'elle est tellement impactée par son échec qu'elle aura du mal, en fait, dans le présent, à pouvoir faire les choses. Tu te dis, bon, OK, j'ai essayé de faire un truc dans le passé, ça n'a pas fonctionné. À quoi beau faire la planification? De toutes les façons, tu ne maîtrises jamais rien. Tu vois. Elle va rester, en fait, dans un schéma psychologique dont elle n'est pas souvent consciente. Tu vois. Donc, une personne qui gère mal son passé va avoir du mal à bien gérer son présent, son temps dans son présent. Alors qu'une personne qui est dans l'approche passé positif voit ses erreurs du passé comme un tremplin pour mieux faire. Mhm. Donc, elle, en fait, qu'est-ce qui va se passer? L'échec d'hier va se dire, ben, si je n'ai pas pu faire ça, voilà les leçons que j'ai pu tirer. Du coup, dans son approche, en fait, du présent, elle sera dans une approche, en fait, en disant, je n'ai pas pu le faire, mais, en fait, les échecs lui donnent confiance en elle pour le présent. Du coup, elle va pouvoir planifier, elle va pouvoir se dire, ben, je n'ai pas réussi, mais ce n'est pas grave, je vais planifier, en fait, tu vois. Donc, ça, c'est par rapport au passé. Par rapport au présent, tu vas avoir, en fait, des personnes qui vont avoir, en fait, un présent qu'on appelle, en fait, le présent hédoniste. Je me fais plaisir. Je gagne beaucoup d'argent, je me fais plaisir. On ne sait pas ce qui va se passer demain. On n'a Donc, qu'une profitons de la vie. vie, on n'a qu'une vie, on peut Tout mourir à fait. demain. On a ça beaucoup dans Une nos personne comme ça, en communautés. fait, tout à fait. Une personne comme ça, en fait, en général, elle ne planifie pas. Elle ne planifie pas. Elle gère sa vie, en fait, tu vois. Comme tu es en train de voir, c'est des mécanismes, en fait, psychologiques. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas forcément compte. Mhm. Mais un truc comme ça ne sert à rien de lui donner un agenda parce que si elle n'a pas compris qu'il faut comment dire ça, qu'elle fasse une reprogrammation, en fait, pour ne pas parler de reprogrammation neurolinguistique, enfin, Mhm. il faut qu'elle fasse une reprogrammation. Si elle ne comprend pas ça, en fait, ça ne sert à rien de lui dire les autres éléments, tu vois. Donc ça, c'est la personne qui est future hédoniste. Tu vois ce qu'on appelle le futur, en fait, pas les objectifs. Je profite de la vie, mais je me donne des objectifs. Qu'est-ce que je veux faire dans 5 ans, etc. Tu vois. Ça, c'est les personnes qui ont une approche, donc, par rapport au présent. Et maintenant, on va avoir Et ça, c'est le moi. futur. Je Tu vois, ça, profite c'est de l'approche. maintenant, mais je dois me projeter et préparer le futur. Tout à fait. Il faut un équilibre, en fait. Il faut un Mhm. équilibre. Et après, maintenant, on a le futur. Alors, je ne me souviens plus des thèmes exacts qui sont utilisés. Mais en tout cas, c'est dans un livre que je recommande. Ce livre, en fait, alors, il n'est pas traduit en français. C'est The Time Paradox. The Time D'accord. Paradox. Le time paradoxe. Euh, euh, C'est qui ouais, donc, l'auteur? il a été écrit par un psychologue. Docteur Zimbardo, Docteur Zimbardo. Donc, c'est un psychologue un psychologue américain d'origine italienne. Donc, c'est un magnifique livre. Alors, il est gros, mais là, j'ai résumé en fait. Là, j'ai résumé. Je trouve que s'il a vraiment fait une belle analyse. D'accord. Et c'est vraiment un mix des comportements et de la manière dont on gère le temps, quoi, tu vois. Ok. Dans les personnes qui sont dans le futur, euh, euh, peuvent. Il y a deux types en fait. Il y a des personnes qui, dans le futur, ils vont récolter
ce qu'ils ont semé dans la partie présent, donc la personne qui était dans le présent par les objectifs, qui a profité de la vie, mais qui a semé des graines, qui a investi, donc dans le futur, elle va récolter. Et on a les personnes, en fait, qui vivent, en fait, un futur. Alors, je pense que le docteur Zimado parle de futur religieux, qui disent, en fait, ah, de toute façon, on est peut-être destiné à souffrir sur Terre. Quand on ira au paradis, on va mieux vivre là-bas, etc. Donc, j'exagère un peu quand je dis comme ça, mais c'est des personnes, en fait, qui estiment que leur futur ne dépend pas d'eux. Ça dépend du gouvernement, ça dépend des autres, etc. Tu vois. J'en connais, hein, on en côtoie beaucoup sur le continent, hein, qui Tu sont vois. dans ce truc de je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive, peu importe ce que je fais, c'est même pas sûr que ça va tourner comme je l'ai planifié. Je m'en remets à Dieu, à l'univers, à tout ce que vous voulez. Et le outcome n'est pas forcément, la plupart du temps, pas positif. Donc, bon. Ça. Parce que même Dieu Et nous a ces donné mêmes la personnes, capacité de pouvoir prendre la main sur nos vies. tout à fait, et ces mêmes personnes oublient le dicton populaire quand on dit aide-toi et le ciel t'aidera. C'est Donc, ça. il faut quand même faire des efforts à un moment. Mhm. Donc, alors, pourquoi je te parlais de ça? Je te parlais de ça pour dire que hum, c'est important que la personne que j'ai en face de moi, je puisse identifier où est-ce que se situe pour pouvoir en fait l'aider peut-être de manière pratico-pratique, tu vois. Mhm. Tout le monde n'est pas forcément dans un schéma de façon aussi claire par rapport à ce que j'ai dit. Mais c'est Mhm. plus en fait pour dire que il y a des éléments de base que tout le monde peut avoir, c'est-à-dire apprendre à utiliser un agenda, c'est-à-dire avoir utilisé des techniques comme par exemple la technique du Pomodoro. Mhm. Il y a certaines choses que tout le monde peut faire. Mais à un moment, pour qu'on puisse avoir un changement, une transformation dans sa vie, il est important de pouvoir identifier où est-ce qu'on se trouve. Tu vois qu'au final, c'est une discipline simple mais complexe. Tout à l'heure, on a parlé de Mhm. personnalité. Si je ne Mhm. me rends pas compte de ma personnalité, je peux être en train de faire des choses. On prend par exemple le cas de quelqu'un en parlant d'énergie. Imagine par exemple quelqu'un qui te dit qu'il fait des morning routines, il se lève le matin et tout, il prie, il fait des trucs, etc. Et toi, tu te rends, et il prie, il lit un livre, il fait telle ou telle activité, il va à la salle de sport. Si toi, tu n'es pas du matin, tu essaies de faire ça, tu vas peut-être tenir pendant un mois. Tu vas pas forcément aller jusqu'au bout, en fait. Mais connaître ma personne, connaître comment je fonctionne, ça m'aide, en fait, à adapter ce que j'ai à faire, tu vois. Donc, je te Mhm. dirais que au-delà des techniques générales, pour pouvoir vraiment aider quelqu'un à avoir des résultats, c'est vraiment un travail, en fait, en one-to-one. Et de plus en plus, par exemple, j'ai une formation en ligne, mais de manière générale, les personnes qui l'ont acheté, ce sont des personnes en fait qui ne se sont pas arrêtées à la formation. On a fait un travail en fait avant tout le monde où ils avaient la formation avec les vidéos à regarder, mais Mhm. on avait des séances de coaching pour pouvoir débriefer la formation, mais pouvoir également à un moment travailler de manière pratique-pratique. J'ai par Mhm. exemple travaillé avec un professionnel l'année dernière et on a regardé la formation, mais à un moment en fait il avait un problème. Il avait un problème de gestion de l'information. Donc, comment est-ce qu'il gère en fait sa vie entre ses informations perso et les informations pro? Comment est-ce qu'il gère ces informations en fait? Donc là, on va parler des principes généraux par rapport à la gestion de l'information. Mais à un Mhm. moment, par exemple, on a fait un travail avec un outil que j'utilise qui est l'outil Evernote, où je lui ai fait en fait un coaching. Comment est-ce qu'il peut organiser sa vie digitale à partir de l'outil Evernote, tu vois? Donc, c'est vraiment au cas par cas, à un moment en fait, tu vois. Je D'accord. ne sais pas si tu comprends un peu, si ma réponse est claire par rapport à ta Non, ta question. réponse est claire, je comprends complètement. Je pense que ça peut aider pas mal de personnes aussi à comprendre peut-être pourquoi en utilisant des outils un peu plus génériques, elles ont toujours du Mhm. mal. Donc voilà. N'empêche, je vais quand même te demander de nous Oui. partager quelques outils un peu classiques pour des Mhm. personnes qui n'ont pas forcément enfin, qu'elles utilisent déjà le temps de se poser, de se dire que bah voilà, j'ai besoin d'aller voir quelqu'un qui va m'aider parce que j'ai besoin de me connaître, j'ai besoin voilà, j'ai peut-être pas forcément ces infos-là et j'ai un professionnel qui va Mhm. m'aider, qui va m'accompagner et qui me permet de comprendre pourquoi aujourd'hui, bah, je suis en échec, quoi. Mais il y a quand même des outils Mhm. généraux pour le commun des Alors, en mortels. général, les personnes que j'accompagne, en fait, je leur donne d'abord un questionnaire avec un certain nombre de questions. Comment est-ce que Mhm, tu organises à la maison? Si tu es par exemple célibataire, comment tu t'organises dans ta organisation quotidienne? Comment est-ce que tu manges chez toi? Est-ce que tu manges à l'extérieur? Comment tu t'organises en fait, tu vois? Si tu es mhm, marié, ou bien si tu vis en colocation, etc. Qui fait quoi à la maison? J'essaie déjà de voir en fait ton niveau d'organisation. Donc, j'ai des questions en fait dans un peu les différents domaines que je te dis là en fait. mhm. Organisation, gestion du temps, gestion de l'attention, gestion de l'énergie, pour voir Énergie. un peu où est-ce que tu te situes, tu vois. Mhm, Ça me permet de poser le diagnostic. Mais sinon, quand on travaille, l'une des choses que j'amène les gens en fait à faire comme travail, je dis souvent dans l'absolu que bien gérer ou mal gérer son temps, dans l'absolu, ça veut rien dire. Tu gères bien ton temps ou mal ton temps par rapport à quoi?
Donc, j'amène les gens en fait à travailler sur leur vision de la vie. Qu'est-ce que je crois que je suis amené à faire dans la vie? Où est-ce que je vais? Une fois que j'ai travaillé sur ma vision et que j'essaie de l'affiner, même si ce n'est pas forcément un travail facile, mais j'essaie de l'affiner. Maintenant, une fois que j'ai ma vision claire, je me dis, OK, voilà ma vision. Mhm. Maintenant, je me fixe des objectifs. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire cette année? Qu'est-ce que j'ai prévu de faire dans 2 ans, dans 3 ans? Du coup, maintenant, je peux être en capacité de dire que je vais m'organiser et je vais gérer mon temps en fonction de ma vision et en fonction de mes objectifs. Donc, c'est l'une des phases que je mets en avant, c'est de faire ce travail avec la personne. Comment est-ce que tu fais pour écrire ta vision, en fait? Donc, on fait ce travail-là, qui n'est pas forcément un travail facile, mais voilà, il y a des éléments sur lesquels on peut se baser. Parce que finalement, en fait, une vision, c'est complexe et simple en même temps, en fait. Mhm. Complexe parce que les gens s'imaginent, en fait, de dire un truc compliqué, mais une vision, en fait, à un moment, Dieu nous a donné à tous des capacités. Donc, il y a des choses que j'aime faire. Donc, j'ai des choses que j'ai fait, que j'aime faire, j'ai des talents naturels, j'ai des compétences que j'ai pu développer. Donc, on a déjà donc, les talents et les compétences. Mais à un moment également, il y a des choses qui te tiennent à cœur. Par exemple, je sais que toi, depuis nos années d'étudiant, tu as toujours été à vouloir faire ces choses en fait associatives, pouvoir aider, même si tu n'es pas dans l'humanité au sens plus comme moi, tu as toujours eu en fait ce battement de cœur de vouloir aider en fait des personnes qui sont dans le besoin, tu vois. Mhm. J'ai des talents, j'ai des compétences, j'ai un battement de cœur. Il y a une cause en fait qui me tient à cœur. Tu vois. Donc, ça, c'est un élément que je veux mettre dans l'équation. Troisièmement, sur la base, en fait, de mes compétences et de mes talents et de la cause, en fait, qui me tient à cœur, la population qui est visée par cette cause qui me tient à cœur, qu'est-ce que j'aimerais les faire, en fait, quel bénéfice est-ce que j'aimerais qu'ils aient au travers de ce que je veux faire, tu vois. Donc, je vais définir, en fait, ces bénéfices-là. Et du coup, j'écris ma vision, tout simplement, en fait. Avec, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux dire? Si je peux te donner peut-être un truc simple d'une vision donnée, hein, c'est pas forcément un truc. Imagine par exemple quelqu'un qui a à cœur les sans-abri. Il va par exemple te dire que la vision que lui il a, c'est de permettre en fait aux personnes sans-abri de la région là où il habite, les aider en fait à pouvoir se reloger et à pouvoir trouver un travail. Tu vois, ça peut être une vision. Là, on est général. Après, on peut l'affiner en disant, j'aimerais chaque année aider 50 personnes à sortir de la rue et à trouver un travail. Tu vois. Ça peut être une vision donnée. On peut avoir le même battement de cœur, mais avoir des visions différentes. Quelqu'un d'autre peut dire, OK, moi, j'ai pas envie de faire comme ça, mais moi, ma vision, c'est de faire la même chose que toi. Mais moi, je veux faire du lobbying auprès des décideurs économiques, des décideurs étatiques, etc., pour qu'ils mettent en place des infrastructures pour pouvoir aider ces personnes-là, tu vois. Une Mhm. fois que j'ai ma vision claire, du coup, maintenant, je peux maintenant m'organiser pour pouvoir faire la gestion du temps, en fait, tu vois. Donc là, je te mettais en fait le cœur au travail qui est fait. Mais pour parler maintenant de manière pratico-pratique, parce que je pense que les gens attendent quand même d'avoir des clés pratico-pratiques. En termes d'organisation, il y a quelques outils, en fait, qu'il est important d'avoir. En termes d'organisation, il faut que j'ai de quoi prendre des notes. Il faut que j'ai un système de prise de notes. Moi, j'utilise un outil digital, mais je suis encore beaucoup à l'ancienne. C'est-à-dire qu'au travail, j'ai mon outil, mais j'ai toujours un cahier en fait. Mhm. Et je me souviens pour la petite histoire, je faisais un point avec mon manager et j'étais en train de prendre des notes. Il me dit, mais pourquoi tu n'écris pas dans l'ordinateur? Je lui dis, non, non, je préfère prendre des notes en fait. Il y a des études également qui montrent que quand tu fais des choses en fait à l'écrit, il y a un ancrage. Il y a un ancrage en fait. Déjà, Mhm. tu retiens. Moi, je suis une personne qui a une mémoire visuelle. Donc, quand j'écris en fait des choses, en fait, je les retiens. Donc, c'est important. Donc, soit chacun prend avec quoi il est à l'aise. Il a On peut l'aise, prendre oui. à l'ancienne. Tout à fait. Je peux prendre un cahier. Je peux prendre un truc digital. Moi, je suis mixte. J'utilise les deux. Si je dois conseiller, je dirais prends un truc digital parce que bah, tu peux faire la synchronisation. T'as pas besoin de. Si tu oublies ton cahier quelque part ou ton agenda quelque part, bah, c'est plus bon, quoi, tu vois. Mhm. Donc, outil de prise de notes, premièrement, il faut avoir. Deuxièmement, il faut avoir donc un outil qui me permet de stocker ma documentation. Donc, pour parler dans un langage actuel, il faut un drive où je vais stocker ma documentation. Mhm. Donc, ça, c'est un outil également qui est important. J'ai besoin également d'avoir un agenda. Beaucoup de personnes fonctionnent sans agenda, en fait. On ne peut pas bien gérer son temps et fonctionner sans agenda. Pourquoi? Parce que notre mémoire, en fait, est faillible. Tu peux oublier un rendez-vous. Mais quand tu l'as écrit, tu ne vas pas l'oublier. Et là encore, c'est important aussi le côté digital parce que l'avantage du digital, c'est que je peux mettre une notification pour me rappeler peut-être un quart d'heure avant que j'ai un rendez-vous, tu vois. Donc, l'agenda également, c'est un outil qui est important. Donc, on a parlé de outils de prise de notes.
outil de stockage de nos données, agenda, et maintenant on a également donc la to-do list. Alors, l'agenda et la to-do list, c'est deux choses bien différentes. Beaucoup de personnes les utilisent de manière interchangeable, mais c'est deux choses différentes. Moi, voici comment je les définis simplement. J'ai un événement, un rendez-vous, quelque chose, etc. Je le mets dans mon agenda. Je dis par exemple, dans mon agenda, je vais par exemple mettre, j'ai rendez-vous donc avec Stella pour le podcast de 13h à 14h. Ça, c'est l'agenda. J'ai un événement. Mhm. La to-do list, c'est quelles sont les actions que je dois faire pour que je puisse bien faire mon rendez-vous. Je dois peut-être faire peut-être une recherche documentaire pour ce que je dois faire. Il faut peut-être que je trouve telle étude que je vais citer lors de notre entrevue, etc., etc. Ça, c'est la liste des tâches en fait, que je vais avoir. Donc, c'est deux outils qui travaillent ensemble, mais qui sont différents. Beaucoup de personnes, Mhm. je souligne ce point-là parce que beaucoup de personnes utilisent leur agenda comme une to-do list. Et là, c'est une Mhm. erreur parce que tu vas avoir plein de choses dans l'agenda et c'est pas l'objectif. Donc, Oui, sachant que tu as plusieurs actions pour un rendez-vous donné ou pour une grande action donnée, tu as plein de sous-tâches que tu ne dois tout à fait, pas forcément enregistrer et avoir des alertes continues même quand tu écris. Oui, non, c'est tout à fait. complètement... Je savais même pas qu'il y avait des gens qui faisaient le mix, en Beaucoup de fait. personnes, beaucoup de D'accord. personnes font le mythe. Mm. OK. Donc, là, après, donc, la to-do list. Je vais revenir sur l'agenda rapidement. Mhm. Euh, Avant de parler d'un dernier point, en fait, c'est pas vraiment un outil, mais c'est plus une capacité qu'on doit développer. C'est la gestion des mails, mais j'y reviens après. Mhm. Sur l'agenda, en fait, euh, on peut gérer en général trois types de choses dans l'agenda. On va gérer, en fait, les rendez-vous, donc rendez-vous événements. Donc, je vais gérer ça. Je vais gérer les mémos. Moi, j'appelle ça les mémos, en fait, ou les rappels. Les rappels, mais c'est ce que je fais pour les Oui. anniversaires. Bah, vous allez dire la même chose en fait. Donc, j'ai les rappels en fait que j'ai mis chaque année pour C'est les ça. anniversaires de mes proches. Et bah, en général, ils me rappellent la veille que la personne a anniversaire. Mhm, Donc, ça. à moins d'avoir enlevé la notification la veille, en général, je sais que la personne, son anniversaire, je vais lui envoyer un message. Donc, on peut gérer les mémos sur l'agenda. On peut gérer donc les rendez-vous. Et l'agenda également peut être intéressant donc, pour gérer ce qu'on appelle donc les temps de travail focalisés. C'est Donc, ce dans que je fais l'agenda, aussi. il faut pas que j'ai juste mes rendez-vous et mes réunions. Il faut que j'ai des temps, en fait, où c'est important de les bloquer également dans l'agenda, surtout dans le domaine professionnel, pour que les gens, quand on a des agendas partagés, que les collègues voient en fait que tu n'es pas disponible. C'est ça. Ce sont ces temps-là où tu te focalises en fait sur ton travail, parce que je sais que tu es mieux placé que moi en tant que directrice. Parfois, tu as des journées, en fait, tu passes ton temps en réunion. C'est ça. Du coup, tu ne peux pas délivrer. Tu C'est peux pour pas ça délivrer, en fait. que, ouais. Non, mais moi, c'est ce que je fais. Alors moi, je suis pour le coup très organisée et productive, on se connaît. Donc, ce que je fais, c'est qu'en Mhm. général, je prépare mes semaines à l'avance et donc je me Mhm. bloque des temps pour travailler, surtout quand je sais que j'ai des livrables à donner, parce que et ça me permet aussi après de voir le temps disponible qui me reste et de sélectionner les réunions qu'on m'envoie, parce qu'on est sursollicité de réunions où Tout à tu fait. pars et tu ne sers à rien, tu n'apprends rien, que tu sois là, que tu sois pas là, ça n'apporte rien. Par contre, tu Mhm. as une liste de tâches, d'actions qui t'attendent. Donc, Tout à fait. Quand tu finis à 18h, c'est là que tu commences à travailler en fait. ouais. Donc c'est important de pouvoir utiliser l'agenda à bon escient. Donc, Mhm. avoir des temps, ce qu'on appelle également les temps de deep work, où je suis focalisé en fait. Et idéalement, pendant ces temps-là, si on a un milieu, enfin peu importe le milieu dans lequel on est, si c'est possible en fait, j'essaie de couper la messagerie instantanée. Dans ce cas, je me déconnecte de Teams par exemple, pour éviter, parce qu'il y a toutes les notifications. Ça me permet de travailler de façon focalisée. Donc, ça, c'est une technique qu'on peut utiliser donc, par rapport à l'agenda, d'avoir ces temps-là. Donc, ça, c'était par rapport à l'agenda. Je sors un peu de l'agenda et des quatre outils que j'ai soulignés, à savoir gestion de l'information, donc prise de notes, Mhm. stockage de la donnée, euh, agenda et to-do list, pour donner, on va dire, des techniques plutôt maintenant pratico-pratiques. Il y a une technique qui est très connue qu'on appelle la technique du Pomodoro. C'est une technique, en fait, qui consiste à travailler sur des plages en fait, focalisées de 25 minutes. Après, je prends 5 minutes de pause. 25 minutes, 5 minutes de pause, en fait. Alors, on parle du Pomodoro pour donner l'histoire. Ça a été inventé, en fait, par un Italien. Et je pense que quand il était étudiant, il avait du mal, en fait, à se concentrer, si je me souviens bien de l'histoire. Et il a eu l'idée en prenant, en fait, un minuteur de sa maman qui avait une forme de tomate. Et donc, il a commencé à travailler avec ça. Et c'est de là que l'histoire vient, en fait. Donc, Pomodoro, en italien, donc, c'est la tomate.
Donc, c'est parti de là, en fait. Donc, c'est un minuteur de sous forme de tomate. Bon, aujourd'hui, on peut utiliser les outils, on peut utiliser son téléphone. Il y a même des Bien sûr. applications qu'on peut utiliser, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut nous aider. On travaille, en fait, sur des plages focalisées de 25 minutes et on avance, on prend des pauses de 5 minutes, on peut avancer. Ça, c'est une technique. Une autre technique, en fait, pour les personnes qui procrastinent. C'est paradoxal ce que je veux dire, mais pour une personne qui procrastine, ce qu'elle doit faire, en fait, c'est de passer à l'action. Alors, je vais expliquer quand je dis de passer à l'action, puis tu vas peut-être me dire que c'est paradoxal. Une personne qui procrastine, elle doit identifier quelle est la plus petite action qu'elle puisse faire pour commencer. Pour certaines personnes, c'est juste d'aller s'asseoir à son bureau. C'est-à-dire que le fait que je m'assieds à mon bureau et que j'ouvre mon ordinateur, c'est la plus petite action que je puisse faire. Rien que de faire ça, en fait, ça me permet de pouvoir déjà commencer en fait à faire les choses. Tu vois. La technique des petits Donc, pas, en fait. tout à fait, effectivement. C'est ça. Comme tu dis, effectivement, la technique des petits pas. Qu'on appelle, on a également une variante de ça qu'on appelle donc la technique du saucisson, qui revient également à voir, par exemple, j'ai une tâche complexe, quand j'y pense, je ne sais pas par où commencer. Mhm. Là, c'est important. En fait, je vais la découper comme des tranches de saucisson et je vais me focaliser sur un élément à la fois. Tu vois. Mhm. Par exemple, là, je sais, par exemple, que tu as, je sais pas si tu as déjà commencé à écrire ton livre, tu vas peut-être commencer à l'écrire. Si tu te focalises sur ton livre, tu vas jamais l'écrire. Mais si Mhm. tu te dis, bon, ce livre, il a 5 chapitres, il a 10 chapitres, tu te dis, OK, pour le moment, je suis sur le chapitre 1, tu oublies le reste. Mhm. Comme ça, en fait, en y allant comme ça, pas à pas, ça nous permet également de pouvoir avancer tranquillement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser également. Sinon, on a, je vais maintenant partir en fait, on a une technique également qu'on va utiliser. Là, c'est plus pour la gestion des mails, donc ça me permet d'aller au niveau des mails. Mhm. L'un des problèmes en fait que nous avons de manière générale sur le mail, on a des boîtes mail en fait qui débordent. Ça déborde et c'est parce que beaucoup de personnes ne savent pas gérer la boîte mail en fait. Le but, c'est pas non plus à 100, même plus forcément d'être inbox zéro. Ça, c'est l'idéal. Mhm. J'ai souvent été en inbox zéro souvent. Euh, c'est une aspiration en fait. C'est bien de le faire, mais bon, il ne faut pas non plus forcément courir par rapport à ça. Le principal, c'est de comprendre ce que je vais expliquer rapidement. Lorsque je lis en fait un mail, j'ai plusieurs options. Première option, je le supprime parce que l'information qui est dedans en fait n'est pas si importante que ça. J'en aurais pas besoin demain. Mhm. J'ai eu l'information qu'il me faut, je peux supprimer. Ça première option. Et le problème que nous avons tous, c'est de dire, pourquoi je vais le supprimer? Peut-être que je vais en avoir besoin demain, etc. Donc, on a toujours ce truc, en fait. Alors, si j'estime que je n'ai pas besoin de le supprimer, dans ce cas, je vais l'archiver parce que j'en aurai peut-être besoin demain, etc. Mhm. Donc, on a ce deuxième point-là, l'archivage. Ça, c'est la deuxième action que je veux faire. Troisièmement, quand j'ai lu le mail, je peux y répondre. Si j'ai les éléments pour répondre, j'y réponds rapidement, en fait. Et si je n'ai pas les éléments pour y répondre, peut-être que j'ai prévu de le faire plus tard. Je vais peut-être planifier une action pour pouvoir dire, OK, je vais faire telle action par rapport à ce mail-là, peut-être demain, peut-être dans 2 heures, etc. Tu vois. Et Mhm. aujourd'hui, dans la plupart des outils, par exemple, aujourd'hui, Gmail, moi, j'utilise Gmail. Je pense que Gmail maintenant a mis à son outil de gestion des tâches qui s'appelle Gtask, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, c'est Gtask. Donc, à partir du mail, en fait, aujourd'hui, dans Gmail, si je ne me trompe pas, on peut créer une tâche en fait. On peut créer une tâche, on peut créer en fait une action de ce que j'ai à faire plus tard. Donc ça, on peut l'actionner. Et donc tout ça pour dire que en gérant le mail, en fait, on doit utiliser le principe en fait qu'on appelle en fait le TIO, Touch It Once. Une fois que je touche en fait le mail là, il faut que je fasse une action, c'est-à-dire que je Touche-le vais une jusqu'au fois, bout. quoi. Tout à fait, parce que parfois en fait tu lis un mail, tu te dis bon, je le mets maintenant, je reviens dessus. Tu Oui. vois, on perd du temps en fait, on perd du temps. Donc si je ne suis pas prêt à le lire, je le laisse tranquille. Quand je viens, je le lis et je décide des 4 actions en fait. Je l'archive. Je le supprime, je planifie une action pour le faire, ou alors je réponds tout de suite en fait. Il y Mhm. a ça qu'on doit apprendre à faire. Deuxième élément par rapport à la gestion des boîtes mail, là ça nous concerne tous. Avant d'envoyer un mail, en fait, avant de mettre les gens en fait en CC, etc., il faut d'abord bien réfléchir. Parce que même si je suis en CC, c'est quand même une charge mentale en fait. J'ai un mail qui est là. Donc, Mhm. si c'est plus en fait pour information en tant que telle, on peut peut-être attendre la fin du process et me forwarder en disant pour information, pour que tu saches ce qui s'est passé. Mais quand tu es dans la boucle, en fait, ça te perd du temps pour rien. En fait, tu reçois des notifications pour rien. Donc, il faut qu'on réfléchisse avant de mettre les gens en CC. Pour D'accord. que voilà quoi.
Si c'est Oui, vraiment information, tout simplement, on peut mettre les gens en CCI. Au moins, il sait que tu as initié une action pour faire quelque chose. Il est au courant. Il est en CCI, il n'a pas la suite en fait des actions. En mettant en place ces actions-là, ça nous aide nous-mêmes à mieux gérer nos mails. Ça aide également à ne pas perturber les autres personnes, quoi. Donc, d'accord. voilà quelques exemples que je peux donner. Là, c'est vrai que j'ai parlé de beaucoup de choses, de mails, de gestion d'information, d'agenda, Non, non, c'est très intéressant. également. Très intéressant. Maintenant, j'ai un point sur la partie to-do list. J'aimerais bien qu'on aborde quand même ce sujet avant de clôturer. La Mm. partie to-do list, voilà, j'ai plusieurs actions. Oui. Il y a plusieurs techniques qui permettent Mhm. de structurer, comme la matrice d'Eisenhower, comme la loi de Pareto, Mhm. etc. Est-ce qu'il y a quelques-unes que tu préfères et que tu veux peut-être rapidement juste nous dire? Après, nos auditeurs auront l'occasion d'aller plus se renseigner D'accord. en faisant des recherches parce qu'elles sont quand même assez traditionnelles. D'accord. Alors, moi, alors, je réponds à ta question, mais de façon différente. En Mhm, fait, beaucoup de personnes utilisent mal la to-do list. mhm, Euh, pour moi, en fait, pour bien gérer une to-do list, en fait, il faut avoir ce qu'on appelle en fait une master to-do list ou encore ce qu'on appelle une boîte de réception où je mets tout ce que j'ai à faire pour ne pas oublier. C'est-à-dire que c'est un peu mhm. l'endroit où je mets les choses à faire. Tu Tant sur vois? les éléments perso que pro, hein. On peut Tout à avoir une fait. master plus Après, professionnelle et une master plus personnelle. tout à fait. Après, maintenant, je peux l'organiser. Je peux l'organiser peut-être, comme tu dis, Mhm, peut-être pro, perso, mais je peux également l'organiser par sujet. C'est mhm, à moi d'organiser. Je peux dire, OK, là, c'est les sujets. Imagine, par exemple, pour ton podcast, par exemple, tu as une idée, tu te dis, ah, j'aimerais peut-être interviewer telle personne sur tel sujet. Pour ne pas oublier, mhm, tu peux peut-être le noter. Tu sais que c'est un truc que tu as fait, pas tout de suite. Tu vois. mhm, J'ai la master to-do list. Ensuite, maintenant, je veux avoir une to-do list, en fait, du jour. mhm, J'ai la to-do list, en fait, du jour pour dire qu'est-ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui. Et je vais avoir en fait la to-do list en fait de ce que j'ai prévu de faire prochainement. On a déjà mhm, ces premiers niveaux de gestion des priorités. Je n'ai pas forcément utilisé les techniques dont tu as parlé, mais de dire, OK, pour ne pas être submergé, master to-do list, je mets tout. Et mhm, maintenant, je vais aller piocher dans la master to-do list pour dire, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui et qu'est-ce que je fais prochainement. mhm, Tu vois. Alors, ça, c'est le premier élément qu'il faut avoir en tête pour pouvoir bien gérer une to-do list. Deuxième élément, une to-do list, en fait, il faut que je puisse écrire mes actions de manière précise pour ne pas me perdre. Par exemple, si tu fais une to-do list, en fait, et tu mets Henri. Peut-être que c'est le moment où tu comprends ce que ça veut dire Henri. Peut-être que quand tu dis Henri, tu dis peut-être qu'il faut que tu m'envoies un WhatsApp pour qu'on puisse se faire un call. mhm, Mais peut-être que dans 2 heures, dans 3 heures, tu vas pas te souvenir en fait c'est quoi Henri. Parce que tu as d'autres choses que tu es en train de faire. mhm, Donc, de préférence, il est important de pouvoir utiliser en fait un verbe en fait. Appeler Henri ou bien envoyer un message à Henri pour. Comme mhm, ça, quand je prends le truc, je sais pourquoi je veux le faire, quoi, tu vois. Donc, déjà, ces deux techniques vont nous aider à pouvoir bien gérer la to-do list, pouvoir déjà avoir ces niveaux-là, et pouvoir maintenant, même dans la to-do list de la journée, il faut que je puisse à un moment mettre les priorités. Il faut que je puisse mettre les priorités. Même, du coup, dans ma to-do list, je peux avoir des actions qui me concernent, mais mhm, je peux également avoir des actions qui concernent. Peut-être que ton directeur, ton DG, par exemple, te demande de faire une action, ça va aller dans ta to-do list. mhm. Mais maintenant, il faut également gérer les priorités. Bon, dans le domaine professionnel, on parle de ASAP, ASAP, ASAP tout le temps, etc. Mais ASAP, il faut le préciser maintenant. Moi, j'ai toujours besoin de préciser le ASAP parce que je peux te dire ASAP. Mais ASAP, ça peut dire à la fin de la matinée, Oui. comme ça peut dire à la fin de Alors, la peut-être journée. pour les gens qui sont pas forcément dans tous nos acronymes, ASAP, ça veut dire as soon as possible, donc dès que possible. Tout à fait. Merci, effectivement, d'avoir. C'est vrai qu'on est toujours dans notre jargon C'est que ça, tout le nos monde jargons utilise. professionnels que tout le monde n'utilise pas forcément. Tout à fait. Donc, par rapport à ça, même si quelqu'un te demande de faire quelque chose le plus vite possible, il faut préciser parce que dans le plus vite possible pour certaines personnes, si à la fin de la journée, tu lui donnes ça, ça reste OK. Mhm, Si tu dois donner ça à la fin de la journée et que tu le priorises le matin, tu perds du temps en fait. Tu aurais pu faire un truc plus important pour toi le matin. Tu vois. mhm. Donc, il y a également cette notion, quoi. Je n'ai pas répondu à ta question comme tu as posé, mais je pense que ces éléments nous aident quand même à bien gérer la to-do list. Est-ce que je suis complet ou bien tu as besoin d'autres éléments en plus Non, par rapport non, à ce que j'ai dit? alors, en fait, bon, comme je dis, hein, on va peut-être citer juste quelques outils. On va laisser les auditeurs aller se renseigner parce que enfin, c'est assez classique et je pense que c'est pas la peine de perdre beaucoup de temps dessus. Je pense que tous les éléments Mm, que tu as expliqués qui sont des éléments psychologiques, des éléments naturels, des éléments, etc., sont des choses qu'on retrouve moins ou que les gens ont moins naturellement la possibilité ou même n'y pensent même pas aller chercher. Donc, pour moi, mm, c'est ça qui a mm. quand même beaucoup plus de valeur, mais quand même qu'ils sachent qu'il y a des outils qui peuvent les aider à Ok, prioriser, comme la matrice tout à fait. d'Eisenhower pour regarder qu'est-ce qui est important, urgent, et en fonction de l'importance de l'urgence, on peut déléguer, on peut annuler. Oui,
Et Mm. voilà, il y a également tous les sujets comme la loi de Pareto. On va dire, on va regarder les 20% d'actions qui apportent le plus de valeur versus les 80 autres pourcents qui te polluent en fait ta liste, mais au final te donnent rien. Il y a Tout d'autres à fait. méthodologies comme la règle, c'est quoi, ABCDE. Voilà, Tout à fait. voilà. Mais on les laisse aller Mm. regarder sur Internet parce que je pense que D'accord. c'est tellement classique, sauf si tu vas en parler, mais c'est tellement classique Je voulais parler d'un autre outil qui est peut-être, bon, certaines personnes l'utilisent, mais sans forcément se rendre compte et d'autres ne connaissent pas. C'est une approche, en fait, alors, qui tire son origine plutôt du domaine pro. Mhm. C'est un informaticien, en fait, qui a créé ce truc-là. Il appelle, en fait, ça, il est parti, en fait, de l'agilité. Il préconise, en fait, aux gens de travailler un peu à court terme, à avoir, en fait, des cycles et des trucs, en fait, un peu courts. Mhm. Donc, il met les choses en fait à la semaine. Donc, son concept en fait, c'est Monday Vision, euh, euh, Weekly Outcomes et Friday Reflection. En gros, il dit, commence ta semaine en te demandant en fait, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir cette semaine? Au lieu de rester en fait dans un truc global, de dire, OK, ce mois-ci, je veux faire ça. Tu commences ta semaine, tu te dis, OK, cette semaine, en fait, s'il y a deux, trois choses que je dois faire, quelles sont ces deux, trois choses-là? Donc, tu te poses cette question le lundi. Idéalement, il ne faut pas mettre 10 000 trucs. Je pense deux, trois choses, en fait, c'est bon. Le mercredi, tu t'arrêtes pour te poser la question, où est-ce que tu en es par rapport à ces deux, trois choses? Donc forcément, quand tu te poses cette question-là, pour faire une combinaison, hein, tu te poses cette question-là. Donc forcément, dans ton agenda, tu mets ces choses-là. Il faut peut-être que je délivre telle chose mercredi, telle chose vendredi. Du coup, tu fais ta to-do en fonction de ce que tu as mis dans ton monde de vision. Donc le mercredi, tu t'arrêtes, tu essaies d'ajuster ce qui est à ajuster. Tu as encore le jeudi pour travailler, le vendredi pour terminer. Quand tu termines ta journée vendredi, tu fais en fait le bilan. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Qu'est-ce que je peux améliorer pour la semaine prochaine? C'est une méthodologie très simple que tout le monde peut appliquer en fait, tu vois. Et Ok. ça aide également à avancer parce que parfois, quand tu travailles en mode pas agile, tu attends en fait la fin du mois pour voir si tu as atteint ce que tu veux atteindre comme objectif. Alors que là, en faisant ce monitoring-là, semaine après semaine, ça te permet en fait de savoir où est-ce que tu en es, quoi. Donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser en le combinant par exemple aux outils dont tu viens de parler. D'accord. Par exemple, si on prend la règle de Pareto, à un moment, on va se poser la question par rapport à ce que j'ai là fait à faire, quelle est cette action-là qui va me permettre d'avancer plus rapidement sur mon objectif? Tu sais que cette action-là va te donner, c'est peut-être une petite action, mais ça va te donner les 80% des résultats que tu veux. Donc, du coup, tu vas te focaliser par rapport à ça et non pas forcément faire les autres actions. Tu vois, tu vas avoir ça. Pendant qu'on fait ce travail-là dans la semaine, tu peux utiliser la technique du Pomodoro dont on a parlé tout à l'heure. On peut la mettre également en place. Comme tu as dit tout à l'heure, on peut utiliser Eisenhower en se posant la question, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important en fait? Mhm. Sachant que toutes les urgences ne sont pas importantes, tu vois. Ce Mhm. qui est urgent n'est pas nécessairement important, tu vois. Donc, et puisqu'on parle de ça, j'aimerais partager une citation vraiment que j'aime beaucoup de l'un des pionniers en matière de gestion du temps dans le domaine, dans le monde francophone en tout cas, François Gamonet. Il a dit ceci, l'important n'est pas de tout faire, mais de faire le plus important. Et c'est vraiment important qu'on puisse, c'est Donc, je vraiment important comprends qu'on puisse ça. avoir Non, des c'est une très belle phrase. Ok. tu vois. Belle Donc, citation qui va nous aider à clôturer. Il nous reste 2, 3 minutes avant que chacun de nous ne évacue à d'autres occupations. Donc, en tout hum, cas, merci pour tout ce que tu as partagé. C'était vraiment très riche, très intéressant. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. Il y a des personnes que je vais un peu moins juger et que je vais à qui je vais par rapport à demander ta d'aller se personnalité. renseigner un peu plus. Donc voilà. Donc ce que je voulais te demander, c'est bah, un, c'est quoi ton mot de fin? Et deux, s'il y a des personnes qui veulent se faire accompagner ou qui veulent commencer à te suivre, voilà, comment elles peuvent Hum. faire pour rentrer en contact avec toi? Alors, le mot de fin, déjà, je voulais te dire merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de partager le peu de connaissances que j'ai dans ce domaine-là. Je dirais à toutes les personnes qui nous ont écoutés, vraiment, l'organisation, la marche vers la productivité, c'est une compétence qu'on peut développer. En fait, tout le monde peut développer. C'est vrai qu'une personne qui est organisée naturellement va faire moins d'efforts pour perfectionner par rapport à une personne qui part de loin, mais c'est possible de passer de désorganisé à organisé. C'est tout à fait possible. Donc, c'est vraiment mon encouragement pour toutes les personnes qui ont écouté ce podcast. Euh, En termes d'accompagnement, dont j'ai des formations en ligne, donc j'ai mon site henri-m-missola.com sur lesquels vous pouvez voir, j'ai un certain nombre d'articles que j'ai Je vais y écrits. mettre, je l'écrirai. Ça fait donc, tu pourras mettre. Mais sinon, depuis quelques mois, en fait, j'ai décidé de créer une communauté, en fait, dans une application je te donnerai également le lien.
C'est une application en fait où j'ai envie de réunir une communauté. Donc, c'est une application qui s'appelle nas.io où j'ai créé en fait un groupe qui s'appelle Kairos. Donc, Kairos, comme le troisième type de temps dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est une communauté privée. L'accès à cette communauté, en fait, est gratuit, mais dans cette communauté, on va avoir des outils, des choses, en fait, gratuites, mais également payantes. Et le must de cette communauté, c'est que je vais organiser des challenges régulièrement, en fait. J'organise des challenges régulièrement dans cette communauté-là. Et donc, j'encourage les gens, en fait, à rejoindre dans cette communauté parce que je vais de plus en plus partager des choses à l'intérieur de cette communauté et pas forcément dans les réseaux sociaux, quoi. Donc, j'ai déjà pas mal d'articles en ligne. Là, dans cette communauté, je partage des articles et un certain nombre de choses. Donc, je te donnerai également le lien pour D'accord. toutes les personnes qui veulent rejoindre donc, la communauté Kairos. Sinon, je suis également auteur de plusieurs livres qui sont disponibles sur Amazon. Donc voilà, vous pouvez également taper mon nom sur Amazon pour pouvoir trouver ces différents éléments. Donc voilà ce que je peux dire pour le mot de la fin. En te remerciant encore pour l'invitation. Merci. Donc, on va partager tout ça. Donc, le site henrimoussina.com, le groupe Kairos sur nas.io, pardon, OK? et Mm. également donc les différents livres. On mettra les liens pour que les gens puissent accéder. Donc, je te dis encore merci et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast et j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous et misez sur vous pour votre réussite. Au revoir. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ou visionné ce podcast. Je serais ravie si vous partagez, likez et commentez. Retrouvez-nous sur notre site www.ticook.com et sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les sujets que vous souhaiterez que je creuse. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous et misez sur vous pour votre réussite.